Bonsoir à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on reçoit M. Laval, qui est directeur de recherche à l'INSERM sur les biomatériaux et la bioingénierie, qui va nous parler de la conception du larynx artificiel. Et après, donc, vous pourrez poser vos questions, vous pourrez poser aussi des questions pendant, je pense. Et ensuite, on se retrouvera en bas dans la cafétéria pour faire un petit apéro tous ensemble pour discuter un peu plus librement. Donc, je voulais juste rappeler qu'on organise le forum carrière dans 2 semaines ici, et du coup ça va consister à accueillir plusieurs entreprises de biotechnologie. Donc on aura différents stands et différentes conférences. Donc voilà, vous pouvez aussi venir à cet événement, il sera gratuit et ouvert à tous. Voilà, bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous. Donc je me présente, Philippe Laval. Donc je travaille au sein du laboratoire biomatériaux bioingénierie. Donc tout d'abord merci de cette invitation. Surtout à cette heure-là, je vois qu'il y a encore du monde. C'est pas toujours le cas quand on fait des conférences. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un des sujets du laboratoire qui concerne la conception, l'histoire de la conception du premier larynx artificiel, la première trachée du premier larynx artificiel. Donc c'est une histoire qui a commencé à pas mal de temps et je vais essayer de résumer un petit peu les différentes étapes. Alors, avant de commencer vraiment sur le côté scientifique, je vais juste rappeler un petit peu d'où je viens du laboratoire. Donc, c'est un laboratoire qui est situé à la faculté de médecine à Strasbourg et qui a été créé en 1995. Donc, en fait, vous avez sûrement entendu parler des biomatériaux. C'est quelque chose dont on parle beaucoup actuellement. Mais nous, on était très pionniers puisqu'en 1995, on développait déjà des biomatériaux. Donc le laboratoire a entre 40 et 45 personnes avec des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, des étudiants, doctorants, masters, stagiaires divers d'écoles d'ingénieurs. Et la particularité de ce laboratoire, il est déjà pas très grand parce que c'est 40 personnes, c'est pas énorme. Et en plus de ça, il est très multidisciplinaire par sa composition. Donc on a des physiciens, des chimistes, physico-chimistes, des biologies cellulaires, moléculaires, et puis également des cliniciens qui sont vraiment impliqués dans les projets de recherche. Donc tous ces gens sont amenés à travailler ensemble sur différents projets. Et puis également, c'est un laboratoire extrêmement, du coup, par sa composition et par ses sujets, c'est un laboratoire très multidisciplinaire, puisqu'on travaille à la fois sur les matériaux, conception de matériaux, donc c'est très physique des matériaux, chimie des matériaux. On fait de la biologie cellulaire moléculaire, bien sûr, pour les tester, et puis après on va sur les étapes tests chez l'animal et tests éventuellement cliniques, donc chez l'homme. Donc c'est vraiment une particularité de notre structure. On fait beaucoup de choses très différentes. Au niveau des sujets, juste en 2 mots, notre cœur de métier, c'est développer des nouvelles stratégies dans le domaine des matériaux pour la santé, et en particulier en répondant à des problèmes cliniques bien identifiés. Donc les problèmes cliniques, soit ils nous sont amenés par les cliniciens, c'est-à-dire que on verra justement le projet en question, c'est le cas. C'est un clinicien qui est venu de l'hôpital, qui était chirurgien, qui a rencontré des problèmes avec ses patients, qui n'avait pas de solution, pas d'implant, et donc il est venu nous voir, qui nous a demandé de travailler sur un nouvel implant qui pourrait être utilisé. Donc ça, c'est les problèmes cliniques qui nous poussent à avoir des démarches pour développer des nouveaux matériaux, donc des démarches plutôt fondamentales. En parallèle, on développe également des sujets complètement fondamentaux, c'est-à-dire qu'on a une idée de concevoir un nouveau matériau sans avoir forcément déjà l'application derrière. Donc c'est des choses qu'on développe, qu'on met au point et pour lesquelles on n'a pas encore d'idée d'utilisation, mais probablement un jour on va nous demander un matériau qui réponde à ces critères. Donc c'est des approches plus fondamentales. Donc on joue avec les 2 approches, il y a des sujets très fondamentaux et d'autres qui vont jusqu'à la clinique. Donc aujourd'hui je vous présenterai vraiment un sujet qui est allé assez loin puisqu'il est allé jusqu'à la clinique. Au niveau des domaines de recherche, du coup, c'est assez varié autour des matériaux pour la santé. Donc on a ici, c'est des approches plutôt matériaux pour la santé dans les approches très fondamentales, la biophysique de la cellule au contact de matériaux, par exemple, les phénomènes d'adhésion, de division, etc.
On a des sujets qui sont plutôt sur les développements de matériaux dits intelligents, personnalisés. Par exemple, le développement de capteurs au contact des biomatériaux pour aller diagnostiquer ce qui se passe au moment de l'implantation. On a également des sujets sur les nanobiomatériaux, ça va être plutôt des nanoparticules pour traiter par exemple des cancers. Donc c'est plus tellement sur les implants, c'est plus sur la cancérologie. Et puis également donc développement de nouveaux implants, là c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on balaye un peu tous ces secteurs. Et donc pour en finir, donc aujourd'hui je vais vous parler plus spécifiquement des implants de larynx, mais vous verrez qu'il y a une connexion avec la trachée. Donc c'est des implants, ce qu'on appelle les implants laryngo-trachéaux. Donc si vous avez des questions au moment de la présentation, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors je suis désolé, je pense que vous êtes habitués, mais les diapositives sont en anglais. Et par contre j'essaierai de parler en français dessus. Donc au niveau du contexte, donc c'est ce que je vous ai dit, on travaille dans le cadre des matériaux et de l'ingénierie tissulaire, donc développement de matériaux pour régénérer un tissu endommagé ou un tissu manquant, etc. Et induire donc des réponses, notamment induire des réponses cellulaires spécifiques. Alors ici, l'application du larynx et de la trachée, elle est la suivante. C'est très généralement, on s'adresse à des patients qui ont eu des cancers de pharynx ou de larynx. Et en France, on est à peu près à 2000 laryngectomies par an en France. Donc la laryngectomie, vous avez donc un premier ici, la trachée avec en haut le larynx. Donc le larynx, en fait, a un rôle de valve, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'air de passer dans la trachée et empêcher par contre les aliments de passer dans la trachée. Les aliments doivent aller à l'arrière sur l'œsophage. Donc quand on a les gens qui ont eu un cancer de larynx ou du haut de la trachée, généralement donc il reste qu'une solution, c'est l'ablation de la. Quand c'est un cancer assez étendu, c'est l'ablation du larynx et de la trachée. Et donc finalement, ce qu'on fait, c'est on fait un orifice de trachéotomie sur la base du cou, où l'air va passer par ici. Donc on passe plus du tout par la bouche, mais on sépare la voie alimentaire de la voie respiratoire. Donc ça, c'est actuellement la seule solution qui existe. C'est un trou de trachéotomie pour pouvoir respirer. Donc, ce qui veut dire que finalement, on sépare les axes respiratoires et digestifs. Et puis surtout, c'est une mutilation, bien sûr. Ça a des conséquences sociales importantes. Et également, généralement, les personnes ont les cordes vocales qui sont enlevées dans l'opération. Donc, ils ont uniquement une voix après qui est due à la respiration, qui n'est plus une voix naturelle. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs problématiques et il n'y a absolument aucune prothèse qui existe. Donc l'idée a germé il y a quelques temps, dans le début des années 2000. Donc il y a un chirurgien, Christian Debris, qui est chirurgien à l'hôpital de Haute-Pierre, dans le service ORL, qui avait commencé à réfléchir à designer une prothèse. Et tout d'abord, la prothèse de trachée, donc, qui finalement doit être une espèce de tube qui doit servir à respirer. Donc à la suite de notre rencontre, et quelques années après, il a créé la société Protype, qui est une société qui est localisée à Strasbourg. Et cette société, avec le laboratoire, a développé donc ce nouvel implant, qui est un implant à base de titane, des microbilles de titane qui sont fusionnées les unes aux autres et qui sont mises en forme de tube. Donc l'idée, c'est d'avoir bien sûr un tube creux pour laisser passer, dans la lumière de l'implant, laisser passer l'air, d'avoir une porosité. L'idée de la porosité, c'est d'avoir une structure qui permette au tissu de coloniser la paroi de l'implant et d'intégrer vraiment la prothèse dans le muscle qui est autour de la trachée. Donc pour améliorer cette intégration et soutenir cette prothèse, il fallait vraiment une attache du muscle à cette prothèse. Et l'idée, bien sûr, c'est d'utiliser le titane. Le titane est un matériau donc inerte, non toxique et biocompatible, qui est très connu en orthopédie, par exemple,
en implant dentaire. Donc, c'était minimiser les risques en partant de titane. Et pourquoi le titane rigide comme ceci? Eh bien, on savait que si on partait sur une prothèse assez souple et qui était déformable, il y avait des risques de collapse. Et des risques de collapse, ça veut dire que le patient ne respire plus. Donc, il y a un pronostic vital en jeu. Donc, pour avoir des aspects réglementaires assez faciles, en fait, l'idée était de partir vraiment d'une prothèse rigide. Donc, ce matériau, en fait, il n'a pas été inventé à ce moment-là. C'est la rencontre avec un ingénieur de l'ONERA, donc il y a un organisme qui travaille sur les applications aérospatiales. Et ce matériau, il l'avait déjà en poche, il avait déjà travaillé dessus pendant des années, et il savait très bien assembler des microbilles de titane pour alléger les structures d'avion et pour faire des matériaux en titane légers. Donc finalement, c'est la rencontre entre ce chirurgien de Haute-Pierre et puis l'ingénieur de l'aérospatiale qui a fait que le premier matériau de départ a été le titane poreux avec des assemblages de microbilles. Donc voilà pour la petite histoire. Alors au niveau de l'étude scientifique, une fois que je dirais que ce tube a été fabriqué de façon assez simple, assez facile, il y avait déjà toute la connaissance. Par contre après il a fallu regarder un petit peu ce que ça donnait au niveau biologique. Et la première chose qui était possible, c'était de varier la taille des billes. Il y a 3 tailles possibles, en gros. Bon, on peut encore imaginer d'autres tailles, mais en tout cas, on a travaillé avec 3 tailles possibles de billes. Donc des diamètres de 150 microns, 300 microns ou 500 microns. Et l'idée était de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelle est l'influence de la taille des billes sur le comportement de cellules. Et donc, on a fait des cultures de cellules, donc différents types cellulaires sur ces billes. Donc ici, c'était essentiellement des fibroblastes. Et on a regardé un petit peu comment se comportaient les cellules. Et donc, on a vu que le comportement était très différent selon la taille de billes, et notamment au niveau de la matrice extracellulaire qui est produite par les cellules, eh bien, elle est beaucoup plus importante sur des structures de petites billes de 150 microns, où les porosités sont plus petites. Et par contre, sur les billes beaucoup plus grandes, eh bien, on voit qu'il y a encore des grandes porosités qui ne sont pas fermées par la matrice extracellulaire. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, eh bien, probablement, pour améliorer la colonisation, il vaut mieux travailler avec des billes assez petites, 150 micromètres, qui semblent convenir pour les cellules. On a également regardé la densité cellulaire sur ces billes. Et ici, donc, on voit les cellules qui ont été déposées qui ont été mises en culture sur les billes. Et c'est des cellules donc fluorescentes, on arrive à les observer. Et on a vu notamment que sur les billes de petite taille, ici, on avait une répartition beaucoup plus homogène. C'est ce qu'on voit ici sur ce diagramme, en fait. Donc en rouge, c'est les fortes densités cellulaires, en bleu, c'est les faibles densités. Et on voit que c'est beaucoup plus homogène que sur les autres tailles de billes, où là, on a plutôt des cellules sur l'apex de la bille, sur le haut de la bille, alors que sur les bases de la bille, on en a très peu. Donc on s'est encore conforté sur l'idée d'aller sur des billes de petite taille. Donc c'est très fondamental, hein, jusque-là. Et puis on allait également tout de suite sur une implantation sur l'animal. Donc on a choisi le modèle des rats et on a fait des systèmes de microbilles assemblés en plaques, cette fois-ci en 2 dimensions. Et on les a implantés en sous-cutané chez le rat. On a regardé les porosités et la colonisation finalement du tissu. Et puis on a vu que également les porosités avec des billes de 150 microns sont très rapidement remplies par les tissus, alors que les grandes billes finalement avec les grandes porosités mettent beaucoup plus de temps à être remplies. Donc ça c'est des images de microscopie électronique. Ici vous avez une vue macroscopique. Et donc dans les 2 techniques finalement on comprend rapidement que l'effet de la bille est important et que les petites billes sont plus favorables à une croissance cellulaire. Donc ça, c'était un petit peu la base fondamentale. Et du coup, quand on a continué, on est parti sur ces prothèses et on a fait à ce moment-là la trachée complète, c'est-à-dire un tube creux qu'on a implanté sur le rat et sur la brebis. Ces tubes creux étaient uniquement fabriqués en titane, pour eux. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Donc ici, on a des images d'histologie. Donc on a fait beaucoup d'animaux, il y a eu une centaine de rats, il y a une trentaine de brebis qui ont été faits.
Et on s'est aperçu que quand on mettait ces tubes creux, eh bien, on avait une très bonne prolifération chez l'animal, des cellules, ce qu'on voit ici. On avait même des vaisseaux qu'on envoyait entre les pores de la prothèse. Donc, a priori, il y a une très bonne vascularisation. Mais par contre, quand on fait une coupe, ici on a une coupe de l'implant, en noir on voit les microbilles, et puis ici c'est la lumière de l'implant, on voit que la lumière de l'implant commence à être colonisée également par les tissus. Et ces tissus, ce sont des fibroblastes qui sont aux alentours de la prothèse. La prothèse colonise tellement bien colonisée que tout doucement, les fibroblastes naturellement vont continuer à croître à l'intérieur de la lumière de l'implant. Ils ne vont pas comprendre qu'il va falloir s'arrêter à un moment donné et ils vont finir par boucher sur certains animaux, donc à boucher complètement la prothèse. Donc c'est ce que j'ai mis ici, on a une migration excessive des fibroblastes et on a du coup la lumière de l'implant, ce qu'on appelle la partie endoluminale, qui est sténosée, c'est-à-dire qui est bouchée par du tissu. Donc on a un problème à ce niveau-là. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que la trachée est assez complexe, puisque c'est des anneaux de cartilage avec des cellules type fibroblastes et également un type cellulaire qui s'appelle les cellules épithéliales. Et ces cellules épithéliales vont faire une espèce de barrière dans la lumière naturellement. Sur des trachées natives, elles doivent faire une barrière, un rôle de barrière, protection, donc pour les fibroblastes. Et ici, quand on a implanté ça, eh bien finalement on ne retrouvait pas d'épithélium. Donc les fibroblastes peuvent migrer, ils ne sont pas bloqués par l'épithélium, ils continuent à migrer et finalement, tout doucement, ils vont boucher la lumière de l'implant. Donc finalement, on s'est aperçu que ça, c'était un problème. Et le deuxième problème, c'est ce qu'on appelle les emphysèmes, c'est-à-dire que l'air qui passe dans ce tuyau a tendance, durant les premiers jours après l'implantation, à passer également dans les porosités, puisque ce n'est pas une trachée fermée. Et cet air, on retrouve des poches d'air dans les muscles et on retrouve du coup de l'inflammation, des infections et donc une mortalité importante chez les rats. On avait 50% de mortalité chez les rats tout de suite après l'implantation. Donc on suspectait fortement que c'était dû à ces emphysèmes, ces passages d'air à travers la prothèse. Donc on voit qu'il y avait encore, quand on met que l'implant en titane, c'était bien intégré, mais par contre il y avait encore des problèmes qui persistaient. Donc on est passé, du coup, là on était sur la première génération titane pure, et la deuxième génération, on a cherché à mettre autre chose, à guider finalement les types cellulaires qui sont sur la prothèse. Donc au laboratoire, on a développé une technique qui s'appelle la technique de dépôt de film multicouche, film de polyélectrolyte multicouche. Donc c'est une technique qui est bien connue, mais qui est très peu utilisée, ou pas du tout utilisée en biomédical. Alors cette technique, en fait, elle va utiliser des polymères naturels ou synthétiques, on verra après. Et ces polymères sont soit des polycations, c'est-à-dire des polymères chargés positivement, ou bien des polyanions, des polymères chargés négativement. Donc en jouant sur la charge, polycation positif, polyanion négatif, on va pouvoir faire des dépôts, ce qu'on appelle des dépôts alternés, de couches de polymères sur des surfaces, notamment sur des biomatériaux. Donc quand on prendra notre implant, on sait qu'on peut le tremper dans une solution de polycation, faire un rinçage pour enlever l'excès de polycation. Il va y avoir une première couche qui va se déposer et ensuite déposer une solution de polyanion, faire une deuxième couche, rincer, etc. On peut répéter ça un nombre de fois infini et on se retrouve comme ça avec une architecture de polymères bien définie, facile à faire, sans solvant, très simple, avec une épaisseur qui est directement reliée au nombre de cycles qu'on va réaliser. Donc pourquoi avons-nous cherché à faire ce genre d'architecture? Alors tout d'abord, il y a un certain nombre de paramètres qu'on peut régler. On voit tout d'abord que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir changer l'épaisseur, la densité, la rugosité, les propriétés mécaniques du dépôt, les porosités et la charge de surface. Et comment va-t-on faire ça? Eh bien, on va jouer sur un certain nombre de paramètres qui sont très simples. C'est soit le nombre de couches, soit la nature des polymères qu'on va utiliser. Les conditions de dépôt qui sont le pH ou la force ionique. On peut également jouer sur la température, etc. Il y a pas mal de choses qui sont possibles. Et tout ça, on l'a développé au laboratoire. On a compris comment ces couches se construisaient et qu'est-ce qu'elles pouvaient nous apporter. Donc ces couches sont bien définies.
Mais qu'est-ce qu'on en fait finalement? Dans notre cas, c'est toujours à application biomédicale. Et donc, l'idée ici était d'utiliser des facteurs biologiques. Par exemple, des peptides, des facteurs de croissance, des médicaments, et de voir si ces médicaments étaient capables de rentrer dans ces couches ou alors de se déposer sur ces couches. Donc, c'est ce qu'on a vu. On a fait beaucoup d'études avec différents facteurs biologiques et on a vu qu'on pouvait maintenir leur activité, qu'on pouvait contrôler le taux de chargement de ces facteurs biologiques dans ces couches, qu'on pouvait mettre différents types de facteurs dans les couches de polymères, et également qu'on pouvait jouer sur les paramètres de libération, les cinétiques de libération et les temps de libération en jouant sur la nature des polymères, par exemple. Donc on peut utiliser vraiment des polymères naturels, des polymères synthétiques, des dégradables, des non dégradables, etc. En jouant sur ces facteurs, on peut vraiment avoir un système très intéressant sur la surface de nos biomatériaux. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans le cas des prothèses? On s'est dit, le problème était, comme je vous ai dit, la couche d'épithélium dans la lumière de l'implant. Donc l'idée était de promouvoir cette couche d'épithélium et notamment la migration de l'épithélium qui reste dans la partie de trachée non enlevée, donc qui puisse migrer sur l'implant. Et pour stimuler cette croissance de tissu épithélial, eh bien, nous avons utilisé un facteur de croissance. Ici, c'était le VEGF qui surtout va permettre de vasculariser. Donc, c'est Vascular Endothelial Growth Factor. Ce facteur de croissance devrait permettre de vasculariser la prothèse beaucoup plus et de permettre une croissance beaucoup plus importante des cellules endothéliales sur la surface. Et ces cellules endothéliales vont donc former vont vasculariser la prothèse et ensuite on pense que ça active finalement la croissance du tissu épithélium. Donc on a utilisé notre titane, on a utilisé nos films de multicouches que l'on a utilisé pour mettre le VEGF, le facteur de croissance à l'intérieur, et après on va regarder ça avec des cellules. Donc ça c'était un petit peu le concept. Et donc tout d'abord ce qu'il faut faire c'est regarder si nos multicouches fonctionnent et si elles apportent vraiment quelque chose de favorable. Donc pour ça, on a regardé le VEGF donc à une concentration donnée et on a utilisé 4 types de multicouches que l'on connaît bien. On a fait des évaluations avec des techniques de microbalance. C'est des techniques qui permettent de mesurer la quantité de VEGF, par exemple, qui va se déposer sur nos surfaces. Donc on a choisi ici différents types de multicouches. Ça c'est PAH, PSS, ce sont des multicouches synthétiques. PLL, PGA, ce sont des multicouches de polylysine acide polyglutamique qui sont plutôt des polypeptides qui sont plus naturels. Et on s'est surtout amusé à changer la dernière couche. Si on met un polycation ou un polyanion, on pense qu'on peut changer la quantité de VEGF que l'on met sur les surfaces. Et c'est exactement ce que vous voyez ici. Donc on a déterminé les quantités sur les surfaces. Quand on termine par des charges positives, PLL ou PH, donc le film est positif, et bien finalement on n'a pas de dépôt de VEGF. Il se trouve que le VEGF à pH physiologique est globalement chargé positivement. Donc ça explique qu'une molécule positive a du mal à se déposer sur un substrat très chargé positivement. Par contre, quand on termine par des charges négatives, on voit qu'on arrive à avoir des quantités intéressantes. Et si on met juste du titane sans traitement, on est beaucoup plus bas. Donc finalement, on a une couche PAH PSS4 qui permet le dépôt d'une quantité assez intéressante de VEGF, en tout cas plus intéressante que sur le titane, et probablement également de façon plus stable. Donc on a choisi cette couche PAH PSS, donc de polymère synthétique, pour déposer nos films de nos facteurs de croissance VEGF. Alors une fois que ça c'est fait, il faut aller valider in vitro d'abord. Donc on a pris des cellules endothéliales et on a mesuré en fait l'activité des cellules endothéliales sur les différents substrats. Donc titane seul, titane plus multicouche, titane plus facteur de croissance et titane plus multicouche plus facteur de croissance. Donc a priori c'est sur cette structure multicouche plus facteur de croissance que l'on a le plus de VEGF déposé et on le retrouve au niveau cellulaire, c'est-à-dire on voit que les cellules sont le plus facilement activées en tout cas quand il y a une quantité importante de facteurs de croissance sur la surface.
on arrive à augmenter de 46% donc le taux d'activité des cellules endothéliales lorsqu'on utilise ces multicouches par rapport à du titane seul. Donc on arrive vraiment à stimuler les cellules et donc c'était vraiment l'objectif que l'on recherchait. Alors une fois qu'on a fait ça, on a fait des tests d'activité, mais il faut aller également un peu plus profondément sonder ce qui se passe au niveau cellulaire. Et au niveau cellulaire, sur une cellule endothéliale, il y a un récepteur spécifique qui est le VEGF-R2, pardon, et qui est capable donc d'aller lier le ligand VEGF et ensuite d'envoyer au niveau du noyau, via une cascade de signalisation, de l'information pour aller booster la cellule et notamment la stimuler pour aller faire une division. Donc cette cascade, finalement, on allait la tester, on allait voir si on allumait bien le récepteur, on activait bien le récepteur quand on utilisait notre multicouche avec du facteur de croissance. Donc c'est ce qu'on a fait là, on a fait des techniques de Western blot. Donc on est allé voir le récepteur s'il était phosphorylé. Et donc on voit qu'après 15 minutes de contact, avec la multicouche plus le facteur de croissance, on arrive à stimuler le récepteur et notamment on voit une forme phosphorylée du récepteur qui nous indique qu'il est activé par le VEGF. Si on regarde les multicouches sans VEGF, on n'a pas d'activation et le titane seul, on n'a pas d'activation. Alors au bout d'une heure de contact, on retrouve cette activation. Par contre, au bout de 24 heures, on n'en a plus. Probablement parce qu'on a consommé tout le VEGF qui était sur le film et donc on n'a plus d'activation. Par contre, quand on regarde sur les voies de signalisation qui sont un peu plus loin, notamment les MAP kinases phosphorylées, on retrouve à 24 heures l'activation qui nous indique donc que la cellule est bien stimulée, le cheminement du signal s'est parfaitement réalisé et on a une activation à 24 heures des différents marqueurs, en tout cas de la voie de signalisation. Donc on était assez content à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on est passé à nouveau sur une étude chez l'animal. Donc on a pris cette fois-ci, on a pris à nouveau des rats. On a tout d'abord travaillé avec des plaquettes de titane pour eux. Donc c'est des plaques, c'est pas encore attraché. Et on a fait des systèmes titane pur, système titane plus multicouche, et titane plus multicouche plus facteur de croissance. On a regardé un petit peu ce qui se passait et puis finalement on a vu qu'il y avait une différence très importante. Dès qu'on mettait le VEGF, on avait vraiment des colonies de cellules qui arrivaient à faire notamment des protrusions qui se développaient beaucoup plus et qui faisaient des liens entre les billes de titane, alors que sur les autres structures, on avait beaucoup moins ce genre de phénomène. Donc on s'est dit, c'est possible qu'ici, on ait un effet du VEGF. Et on a continué après sur un implant de trachée, donc toujours chez le rat. Donc ici, ce que font les chirurgiens, ils enlèvent quelques anneaux de cartilage sur l'animal et le remplacent par la prothèse de trachée et ensuite ils suturent aux parties restantes de la trachée. Et donc on a regardé la prothèse avec multicouche et la prothèse avec multicouche plus facteur de croissance. Et alors là c'était la grosse déception parce que c'est quand même des études assez lourdes à ce niveau-là. On n'avait pas de différence significative. C'était très difficile de voir vraiment, de compter les vaisseaux sanguins et de voir qu'on avait une vascularisation meilleure en tout cas avec le VEGF. Donc on s'est dit, le modèle animal est probablement très bon, il est même un peu trop bon, c'est-à-dire que le rat en général est un modèle qui marche très bien. Si ça ne marche pas chez le rat, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et donc probablement le modèle de rat n'était pas assez adapté. Et puis également, ce qu'on pense, c'est qu'au niveau du VEGF, comme je vous ai montré in vitro, on n'avait pas encore assez de matériel sur la surface. Donc, pour aller plus loin, on s'est dit, jusqu'à maintenant, le VEGF que je vous ai montré, le facteur de croissance, se mettait uniquement en surface de notre film multicouche. On avait donc des quantités intéressantes, mais probablement pas assez importantes. Donc l'idée maintenant, c'était d'aller plus loin et de faire... On avait au laboratoire des multicouches qui étaient des multicouches qu'on appelle exponentielles, qui sont beaucoup plus épaisses, beaucoup plus hydratées, et qui permettent d'aller mettre dedans un facteur de croissance de façon très concentrée. Donc là, on parle de réservoir de multicouches, donc c'est le même traitement de surface avec d'autres polymères, et qui permet surtout de faire des structures qui vont contenir beaucoup de VEGF.
Donc on connaissait ces structures exponentielles épaisses. On s'est dit on va tester le VEGF. Donc on a utilisé la polylysine et de l'acide hyaluronique en tant que polycation polyanion. On a construit ces couches, ces multicouches, et on a fait des observations de ces multicouches par microscopie confocale. Alors en microscopie confocale, ce qu'on va faire, on va utiliser des fluorophores, donc des marqueurs fluorescents. On va utiliser le facteur de croissance VEGF avec un marqueur fluorescent, la FITC, et le polycation polylysine avec un marqueur fluorescent, la rhodamine. Et on va construire nos multicouches, polylysine et acide hyaluronique. On va faire une trentaine de paires de couches et on va observer la section par microscopie confocale de cette multicouche. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une structure rouge et verte à la fois. Donc on a à la fois du VEGF et de la polylysine rhodamine. Et ça, c'est une observation qui est faite avec le VEGF FITC qui est en solution. Donc on voit qu'il est en solution et il va se concentrer dans la multicouche. Il va marquer très fortement la multicouche. Donc on était content. Et là, c'est des multicouches qui font environ 5 à 6 microns d'épaisseur. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire un suivi de la fonctionnalisation de ces multicouches par le VEGF. Donc une fois qu'on avait construit polylysine acide hyaluronique, on est venu sous le confocal avec du VEGF FITC, on l'a déposé, et c'est ce qu'on suit ici. On suit le dépôt du VEGF FITC en regardant la fluorescence dans le film, et on voit qu'en quelques dizaines de minutes, on a un dépôt du VEGF dans notre multicouche, des concentrations très importantes. Par contre, ce qui nous a déçu, c'est qu'à un moment donné, on fait une étape de rinçage pour enlever la solution de VEGF du surnageant. Et on voit que dans le film, eh bien, tout le VEGF a tendance à sortir. Donc ça, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais observé avec d'autres protéines. Et c'est quelque chose qui était vraiment spécifique du VEGF qu'on n'avait pas vu auparavant. Alors on pense que c'est dû à la nature du VEGF. Comme je vous ai dit, c'est un facteur de croissance qui est positif. Donc il y a des charges assez particulières. La plupart des protéines ou des facteurs de croissance sont généralement négatifs. Donc ici, on avait probablement un effet dû à sa charge qui faisait qu'il rentrait dans la multicouche, mais il sortait dès qu'on faisait un rinçage. Donc c'était vraiment un système inutilisable pour des applications. Du coup, on a dû réfléchir à d'autres systèmes. On a testé pas mal de choses. Et parmi toutes les choses qu'on a testées, il y en a une qui a bien marché, que je vous montre. Donc l'idée, cette fois-ci, c'était toujours de prendre nos multicouches, acide hyaluronique, polylysine, comme réservoir. Mais réservoir non pas de VEGF, mais de nanoparticules de VEGF. Donc l'idée est la suivante. On va prendre le facteur de croissance VEGF, on va le formuler en nanoparticules de polymère, ici qui est la polycaptolactone, c'est un polymère biocompatible, de grade médical et dégradable. Donc vraiment quelque chose d'utilisable en application médicale. Et donc on formule en fait le facteur de croissance avec la nanoparticule. Donc ici on voit des exemples des nanoparticules qui font 300 nanomètres, 300 à 400 nanomètres. Et donc ces nanoparticules, une fois fabriquées, on va essayer de les mettre dans le film multicouche et ainsi pouvoir fonctionnaliser le film multicouche avec le facteur de croissance VEGF. Donc c'est ce qu'on a testé et l'idée était toujours de mettre le maximum de VEGF sur la surface. Alors tout d'abord, on a fabriqué les nanoparticules, c'est des choses assez bien connues, et on les a fabriquées avec le VEGF. Ici, on a mis un marqueur fluorescent, et on a regardé ces particules juste dans une solution, si elles étaient capables de libérer le VEGF. Donc c'est ce qu'on voit ici. En fonction du temps, surtout sur 7 jours, on arrive à libérer le VEGF à partir de la particule. Donc on voit qu'on a également une dose importante de VEGF dans la particule. Et également, on s'est amusé, donc on ne voit pas bien ici, mais on s'est amusé à prendre la nanoparticule avec du VEGF marqué à la rhodamine en rouge et le mettre dans notre film multicouche. Donc ici en vert, on a notre film multicouche, toujours le même. Et à l'intérieur, on arrivait à mettre des quantités assez importantes de VEGF rhodamine, de nanoparticules de VEGF rhodamine qui se sont chargées dans le film multicouche. Quand on a rincé ce film, on a vu que les nanoparticules, cette fois-ci, restaient à l'intérieur du film, donc le film restait fonctionnalisé. Alors, ce qui est intéressant également, c'est quand on a fabriqué le film, on a regardé la libération du VEGF à partir du film, et à nouveau, on a vu qu'on avait un effet sur plusieurs jours
Donc on peut libérer sur plusieurs jours le VEGF à partir du film. On en a également des quantités assez intéressantes. Et puis au niveau cellulaire, on a repris des cellules endothéliales, on a refait des cultures cellulaires avec ces films, et on a mesuré l'effet du chargement en nanoparticules fonctionnalisées. Et on voit notamment sur l'activité des cellules endothéliales, et bien à chaque fois on booste l'activité des cellules endothéliales lorsqu'elles sont sur un film contenant le VEGF par rapport à un film sans VEGF. Donc on regarde sur 1 jour, 3 jours, 5 jours, on regarde l'activité cellulaire, et on voit en effet qu'on a bien un signal dû au facteur de croissance. Alors on a regardé également en microscopie, on a vu que dès qu'on mettait les nanoparticules, on avait beaucoup plus de cellules qui sont beaucoup plus étalées et beaucoup plus adhérentes à la surface. Alors ce qui est marrant également, c'est qu'on a regardé l'effet des nanoparticules sur les propriétés mécaniques de nos matériaux. Les multicouches polylysine acide hyaluronique, ce sont des multicouches relativement souples qui ont des propriétés mécaniques assez faibles, c'est-à-dire qui ont des modules de Young qui sont très faibles, donc des modules d'élasticité assez bas. Et par contre, dès qu'on charge en nanoparticules, eh bien, on va pouvoir monter les propriétés mécaniques, c'est-à-dire que les particules de polymères sont relativement rigides, et quand on les introduit dans le film à différentes concentrations, on va monter l'élasticité du film, donc on va augmenter les propriétés mécaniques du film. Et ça, on sait que c'est un élément très important pour les cellules. Les cellules ont tendance à pousser très faiblement sur des matériaux mous et beaucoup plus favorablement sur des matériaux plus rigides. Oui. Et vous mesurez comment cette élasticité? Alors ça, c'est des mesures, c'est pas facile à faire parce que c'est vraiment une mesure locale sur un film de 6 microns, et donc c'est des mesures par microscopie à force atomique. Donc je ne sais pas si vous connaissez le principe de microscope à force atomique, donc en effet c'est une petite pointe qui est généralement utilisée plutôt pour aller faire de l'imagerie, mais là, à la place de la pointe, on met une espèce de bille qui vient sonder le matériau, et on regarde la réponse quand on met une indentation, on regarde la réponse du matériau. Donc en fait, on arrive à récupérer le module Young, ça c'est assez bien connu, et on arrive comme ça à caractériser nos matériaux en faisant vraiment un sondage nanométrique sur le film multicouche. Donc on voit qu'on arrive à augmenter le module, et c'est probablement également un des phénomènes qui explique que les cellules répondent à ce film multicouche, c'est la rigidité mais également le facteur de croissance. Donc il y a vraiment 2 phénomènes qui sont impliqués dans la réponse. Donc à ce niveau-là, vous voyez, c'est des études récentes, donc on n'est pas encore allé sur des tests chez l'animal, on avait beaucoup de choses en parallèle, donc pour l'instant on en est resté sur cette approche assez fondamentale, mais l'idée bien sûr c'est d'aller le tester après sur l'animal. Alors pourquoi on n'en est pas resté là? Parce qu'en parallèle on a réfléchi à un autre type de matériaux qu'on va appeler des matériaux hybrides. C'est-à-dire que, si je rappelle un peu les problématiques que l'on avait, c'est d'une part de limiter les échanges gazeux entre la prothèse et le passage de l'air dans la trachée, et du coup limiter la perméabilité des parois de la trachée durant notamment les premiers jours, le temps que les cellules remplissent les porosités, et donc c'est des prothèses très poreuses. Donc c'est intéressant, mais durant les premiers jours, on a beaucoup de passage d'air à travers ces parois. Et le deuxième problème, donc, c'est limiter la prolifération des fibroblastes dans la lumière de l'implant. Et également, la troisième chose, c'est promouvoir la colonisation des tissus épithéliaux qui va bloquer les fibroblastes. Donc, finalement, c'est jouer sur ces 2 tissus. On veut que les fibroblastes colonisent l'intérieur des parois et puis s'arrêtent dans la lumière de l'implant. Donc c'est une compétition entre 2 types de tissus. Si on laisse faire la compétition, c'est toujours les fibroblastes qui gagnent sur l'épithélium, parce que c'est des cellules qui prolifèrent beaucoup plus vite. Par contre, l'épithélium demande plus de temps, demande des meilleures conditions pour pouvoir bien pousser dans la lumière de l'implant. Du coup, on a réfléchi à une 3e génération de prothèses ou de traitements de surface. C'est toujours de partir de notre titane poreux, mais cette fois-ci associé à un polymère qui est l'acide polylactique. Alors l'acide polylactique, on l'a pas inventé, c'est un polymère qui est beaucoup utilisé en médical. Il est utilisé par exemple pour les fils de suture résorbables. Donc c'est un polymère qui se dégrade naturellement et qui est de grade médical. Et du coup, on va associer une structure inorganique qui est le titane, non dégradable, à une structure organique, le PLA,
qui est dégradable. L'idée, c'est d'avoir un matériau qui se dégrade tout doucement durant les premiers jours et qui laisse uniquement une structure qui va être une structure de renfort et de renfort des tissus qui auront poussé à ce niveau-là. Donc on a repris notre tube de titane et on a essayé de le combler avec du PLA. Alors il y a des techniques qui utilisent un solvant. C'est la technique qu'on va appeler de freeze extraction. Donc c'est une technique qui permet de... Donc on utilise le PLA qui est sous forme lyophilisée, on le met dans un solvant et on coule cette solution dans un moule dans lequel on a placé la prothèse. On évapore le solvant et normalement on obtient une prothèse avec du polymère entre les pores. Et nous on a rajouté des étapes de congélation, décongélation pour pouvoir avoir des petites porosités dans ce polymère. On ne voulait pas que le polymère soit complètement plein et bouche complètement les porosités et empêche complètement les fibroblastes. Donc l'idée c'est d'avoir des porosités qui permettent aux fibroblastes de pousser dans les pores de la prothèse mais qui s'arrêtent au niveau de la lumière de l'implant. Et pour ça on a donc mis au point une technique qui permet de faire donc ici vous voyez en blanc, c'est en microscopie électronique, vous voyez une partie d'une bille, ici une deuxième bille, et entre ces billes on est venu remplir de polymère. Et grâce à cette méthode, en fait, on a un polymère qui est microporeux, qui a des toutes petites porosités, et on est même arrivé à faire un gradient de porosité. C'est-à-dire qu'entre la partie extérieure de la prothèse et la partie de la lumière, on a une différence de porosité, on a des petits pores à l'intérieur et des grands pores à l'extérieur. C'est exactement ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'on veut que les fibroblastes rentrent dans ces porosités, ici, et colonisent tout doucement cette paroi, et puis s'arrêtent à ce niveau-là, soit bloqués à ce niveau-là. Donc le but, c'est de limiter la croissance des fibroblastes. Donc si on regarde la prothèse, une fois qu'elle est traitée, elle est couverte du polymère, elle est remplie de polymère, et puis surtout ce qu'on voit, c'est qu'entre la face intérieure et extérieure, on a des gradients de porosité. Donc on a à l'intérieur de la prothèse, on a des porosités de 5 microns. Dans la section, on va monter sur 16 microns et à l'extérieur, on est plutôt de l'ordre de 50 à 100 microns. Donc on a vraiment toute une gamme de porosité qui est très intéressante. Ouais. La méthode du gradient de porosité, c'est vous qui l'avez développée? Alors, en fait, la méthode pour faire des porosités, elle existait. Et nous, on est tombé dessus un peu par hasard. On est arrivé à avoir cette espèce de gradient parce que on avait un système de moule qui faisait que le solvant passait pas bien d'un côté et mieux de l'autre. Et du coup, on est tombé dessus tout à fait par hasard. C'est vraiment en plus tombé très bien parce que c'était vraiment le beau côté était moins poreux que on avait exactement ce qu'on voulait. Donc ça, c'était pas décrit par contre dans la littérature, mais je veux dire, c'est un coup de chance avec notre device qui était fait. Du coup, maintenant que vous avez le gradient de porosité, est-ce qu'on pourrait imaginer de faire une préculture de la prothèse avec des cellules épithéliales que vous avez mal à pousser? Oui, c'est ce que je vais vous montrer. Vous avez anticipé. Donc ici, on a tout d'abord fait les premiers essais avec des cellules de fibroblastes pour voir si elles rentraient dedans. Déjà, si le matériau n'était pas toxique. Hein. C'est les premières études, en général, c'est des études de toxicité. Donc on s'est aperçu que sur le PLA, il n'y a aucun problème. Les fibroblastes migraient sur le titane et sur le polymère sans aucun problème. On a également regardé, ici on a toute une série de photos, soit pour le titane, soit pour le titane plus le polymère. Et en fait, quand les images du haut sont plutôt prises du côté de là où on a ensemencé les fibroblastes, et tout doucement on rentre dans la prothèse en fait. Donc quand on rentre dans la paroi de la prothèse, donc ici on est complètement dans la paroi de la prothèse, on voit que en rouge on a marqué nos cellules et on voit que finalement on a de moins en moins de cellules, c'est ce qu'on s'en doutait, puisqu'il faut un certain temps pour que les cellules migrent. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est qu'avec des cellules, avec un système sans polymère, on arrive à des distances de 300 à 400 microns, alors qu'ici on limite, et d'un coup on voit qu'à 200 microns, au-delà de 200 microns, on n'a plus de cellules qui arrivent à migrer, plus de fibroblastes quand on utilise le polymère. Donc on arrive à avoir une petite partie de la section qui est colonisée, mais pas toute la section de l'implant. Ça, c'était assez intéressant. C'est ce qu'on a représenté ici. Vous avez la profondeur
à l'intérieur de la paroi de la prothèse. Vous voyez que ici vous avez un pic au bout de 7 jours, pardon. Vous avez un pic de fibroblastes qui s'est localisé autour de 60 microns. Quand on utilise le polymère, par contre, quand on n'utilise pas de polymère, eh bien, on retrouve des polymères assez loin dans la prothèse. Alors probablement, si on continue à faire croître ces fibroblastes, eh bien, au bout de plusieurs semaines, sans polymère, on retrouve des fibroblastes partout, alors qu'ici, on voit bien qu'ils sont coincés. Donc ensuite, l'enjeu, c'était bien sûr, qu'est-ce qui se passe avec les cellules épithéliales? On a pris en plus des cellules humaines respiratoires, donc c'est vraiment des cellules qui sont épithéliales, mais qui sont spécifiques de la trachée, de l'intérieur de la trachée. Et donc ici, on voit par exemple une image, on devine 4 billes même, de titane, qui sont assez sombres. Et au milieu, on voit une couche de cellules qui ont donc été mises sur le polymère. Et on a également imagé les cellules épithéliales. Donc ça, c'est un marquage avec, donc en bleu les noyaux, et en vert, en fait, c'est les points de contact entre les cellules. Les cellules épithéliales, naturellement, vont faire un tapis et vont se mettre en monocouche sur la surface et vont former donc une vraie barrière, et c'est ce qu'on obtient ici. Donc en 2D ou ici en section, on voit bien que les cellules ont fait leur jointure et ont formé une barrière complète sur la surface de l'implant. Donc ça, c'était assez intéressant. Et on a évalué ça sur l'animal. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait le plus compliqué possible. Plus compliqué parce qu'on est parti sur la trachée. C'est-à-dire qu'on a pris une trachée de lapin, on a enlevé quelques anneaux de trachée et on a remplacé par notre système, titane ou titane plus PLLA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a regardé ça au bout de 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, et surtout au bout de 6 semaines, on voit que dans le cas de titane plus PLLA, eh bien, on ralentit la croissance des fibroblastes et on a bloqué les fibroblastes dans la lumière. On n'a pas de fibroblastes dans la lumière. Et par contre, ce qui est intéressant également, c'est qu'on a bloqué également le passage d'air. On limite sûrement énormément le passage d'air parce que la prothèse est beaucoup moins poreuse. Et par contre, la déception, c'était qu'on n'avait toujours pas notre épithélium. C'est-à-dire que les cellules épithéliales qui sont de chaque côté de la prothèse n'ont pas migré à l'intérieur de la prothèse. Donc on a encore un problème de migration dans la partie centrale de la prothèse. Alors, quand je vous ai dit, c'était un modèle très compliqué parce que le lapin est un modèle animal assez complexe. C'est déjà un animal qui est très fragile, contrairement au rat, qui stresse beaucoup lors des opérations, donc on ne peut pas trop intervenir, et également qui est sujet aux infections. Donc on a pris vraiment un modèle le plus difficile, et on avait quand même des résultats assez intéressants. Et du coup, on s'est dit, ça vaut le coup de continuer. Donc, le seul problème qui reste, c'est la croissance du tissu épithélial. Les problèmes d'emphysème et de fibroblastes, on les a réglés. Donc, on est parti sur... on s'est dit, bien, on a le matériau hybride, titane polymère, et qu'est-ce qui se passe si on pouvait mettre quelque chose sur la surface pour aller promouvoir le tissu épithélial. Et finalement, on avait déjà tout au laboratoire pour le faire. On avait déjà... on était en train de développer des films qu'on appelait des films nanostructurés de collagène et d'alginate, donc des films multicouches à nouveau. Donc au lieu de prendre des polymères synthétiques, on prend du collagène et de l'alginate. L'alginate est négatif, le collagène, on se place dans des conditions où il est positif, et ce qu'on fait, c'est on fait un dépôt, couche par couche, collagène-alginate. Collagène, c'est la matrice extracellulaire, et alginate, c'est un polysaccharide naturel qu'on retrouve notamment chez les crustacés. Et on peut prendre un alginate de grade médical. Donc on est avec des structures plutôt intéressantes. Donc l'idée, c'était de voir si ces structures, on pouvait les mettre en surface de notre titane, de notre PLA, et pour promouvoir la croissance épithéliale. Donc l'idée, c'est promouvoir la migration, la croissance de l'épithélium de chaque côté de la trachée qu'on a coupé, donc qu'on a enlevé. Et de voir si on arrivait à diminuer surtout les porosités. On sait que l'épithélium aime bien les surfaces planes, bien lisses. Donc l'idée, c'était un petit peu d'avoir une surface beaucoup plus lisse, avec des porosités plutôt nanométriques. Il ne faut pas complètement boucher la surface, mais il faut garder le passage des aliments nutritifs pour les cellules. Et également, le collagène est intéressant parce que c'est un composant naturel. Et on espérait également pouvoir orienter les fibres de collagène pour guider vraiment la croissance des cellules épithéliales sur la surface. Donc tout ça, on l'a fait. On a fait tout d'abord ici
la multicouche collagène-alginate. Le collagène est plutôt positif, l'alginate négatif. On a déposé ces couches sur des surfaces. On a regardé, ici vous avez une séquence alginate-collagène, alginate-collagène. Et ici on a récupéré la masse qu'on dépose sur nos surfaces. Et on voit en fait qu'on a une croissance du film, ce qu'on n'avait jamais vu. Donc on est dans des conditions où on a une bonne croissance du film. Alors la particularité, c'est qu'on est à pH 4. pH 4 parce que le collagène à pH 4 est positif. Si on se place à pH 7, on n'a pas de charge positive du collagène, donc on est un peu embêté. Donc du coup, on a tout fait à pH 4. En plus, le collagène est dissous à pH 4, donc ça nous a arrangé. Ici, on a mesuré la charge de surface quand on alterne les couches. Donc quand on met du collagène, c'est positif, de l'alginate, c'est négatif, et on voit qu'on alterne les signaux. On arrive à mesurer la charge de surface et comme ça à voir que le film se construit bien. Donc on était content. On a également fait la microscopie à force atomique. Donc ça, c'est des, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un réseau de fibres en fait. Donc là, on est plutôt sur des structures fibreuses puisque le collagène est fibreux. Et on arrive à mesurer des épaisseurs d'environ 80 nanomètres après cette paire de couches à pH 4. Donc c'était des choses tout à fait cohérentes et surtout on a un beau tapis de collagène sur nos surfaces. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, on s'est dit, ok, on a fait notre construction à pH 4, mais à un moment donné, on va venir avec des cellules, du biologique, donc il faut repasser à pH 7,4. Et quand on passe à pH 7,4, eh bien, on voit qu'on perd complètement le signal. Le film, en fait, qu'on a construit ici, revient pratiquement à zéro. Ça veut dire que le film, finalement, il repart en petits morceaux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a probablement solubilisé le collagène, et le film est parti en miettes à 7,4, donc c'était problématique. On s'est dit que le film est bien, mais il n'est pas adapté pour un travail en conditions physiologiques. Donc il n'est pas adapté, sauf si on fait une petite étape supplémentaire. Et la petite étape supplémentaire, c'est faire une réticulation chimique. Alors c'est une chimie avec un composant naturel qui est la génipine. Cette molécule va en fait faire un lien entre les molécules de collagène entre elles, va stabiliser la structure. Et du coup, on arrive comme ceci à faire notre dépôt de multicouches, à déposer l'agent réticulant et à rincer à pH 7,4. Et on voit que le film reste stable. Donc ça, c'est ce qui est quand même un travail assez important pour faire un film biocompatible, stabilisé et qui peut être intéressant dans nos applications. Donc je ne vais pas venir là-dessus. Je vais tout de suite passer sur les cellules endothéliales. Alors les cellules endothéliales, on les a testées sur ces films. Et de façon assez intéressante, on a vu que nos films, finalement, après 5 jours, eh bien, sont presque meilleurs que les boîtes de culture classiques. On arrive même à booster la réponse de la cellule à l'agent, au film multicouche. Si on prend un film multicouche, collagène alginate réticulé avec la génipine, on a quelque chose de très bon. Par contre, si on prend un autre réticulant plus chimique, comme la glutáraldéhyde, on voit qu'on est un petit peu cytotoxique. Donc, c'est pas très bon. Donc, on a continué vraiment avec notre système. Et on a regardé vraiment, on a vu qu'au niveau in vitro, en tout cas, on avait quelque chose d'intéressant. Alors là, ce que je vous ai montré avant, c'était avec des cellules endothéliales. Si on fait la même chose avec des cellules épithéliales, eh bien, c'est pareil, on a vraiment des très bons signaux. On est comparable à des boîtes de culture cellulaires qui sont idéales. Donc on a nos cellules épithéliales qui poussent vraiment très bien. Et on a regardé également la migration de ces cellules. C'est-à-dire que les cellules poussent, mais est-ce qu'elles sont capables de migrer sur les surfaces? Puisque le but, c'est quand même qu'elles puissent venir coloniser nos surfaces. Et donc, on a regardé nos films multicouches et on a vu on peut déterminer une vitesse de migration grâce à la microscopie optique. Et on a vu qu'on était à 46 microns par heure en moyenne pour les cellules. Et dans la littérature, les meilleurs substrats qu'on trouve, qui sont les substrats en collagène 4, sont à 38 micromètres par heure. Donc on a même un substrat qui permet de booster la migration des cellules épithéliales. Donc on était assez satisfaits. Et on s'est dit, bon, maintenant qu'on a notre film qui va booster les cellules épithéliales, eh bien on va essayer de faire tout l'assemblage. Donc ça devient un petit peu plus complexe. On a le titane, les microbilles, on a le polymère dégradable entre les billes, et on rajoute des films de collagène alginate en surface. Donc c'est ce qu'on voit ici en microscopie électronique. On voit les billes de titane, on voit la structure en PLA poreux, et on voit dessus le film de multicouche collagène alginate. Donc on a vraiment notre système qui est au point.
On a regardé la prolifération des cellules sur ces matériaux. On a regardé à 7 jours, à 13 jours, à 19 jours, et on voit très bien que les cellules épithéliales sont capables de pousser, in vitro en tout cas, et de coloniser complètement l'ensemble de l'implant. Alors, pour l'instant, on en est resté là. On a fait l'implantation sur 3 lapins. On a regardé la croissance des fibroblastes, on a regardé la vascularisation, et on a regardé l'épithélialisation. On a vu que les cellules adhéraient sur nos surfaces, les cellules épithéliales, et après 1 heure, on a vu également qu'on était capable d'avoir un étalement cellulaire. Alors, on est encore en train de travailler sur ce système, on a encore des mises au point, notamment pour le modèle animal, et une des voies également qui est prévue, c'est d'essayer de mettre cet implant en place, mais également d'aider le système naturel, c'est-à-dire de venir avec des espèces de patchs de cellules épithéliales et les coller directement sur l'implant pour encore aller plus vite dans l'épithélialisation de la lumière. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours. On en a discuté avec les chirurgiens, ça leur semble vraiment pas problématique d'aller injecter des cellules par endoscopie. Au moment après que l'implant soit posé, on va aller probablement mettre des cellules épithéliales directement sur l'implant. L'autre chose dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que nos matrices de collagène sont intéressantes parce qu'on peut les orienter, c'est ce qu'on a démontré. On peut faire des films multicouches avec du collagène et de l'alginate et on peut les déposer sur des films de silicone. Donc c'était un petit peu plus fondamental, on n'est pas allé tout de suite sur la prothèse. Ici, vous avez une image AFM de nos films multicouches avec le collagène qui est désordonné et on a fait des dépôts sur des multicouches sur du silicone. Et quand on tire le silicone, on est capable d'aller aligner les fibres de collagène. Donc vous voyez des stries, c'est les fibres de collagène qui se sont alignées suivant la direction de l'étirement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des tests avec 4 ou 5 types cellulaires. Et on voit que dès qu'on met les cellules sur ces substrats étirés, eh bien, ils vont suivre l'alignement des fibres de collagène. Donc ça, c'est une idée probablement pour aller faire des membranes avec des fibres de collagène orientées et aller les mettre avec des cellules épithéliales orientées ou sans cellules épithéliales. Mais en tout cas, l'orientation des fibres va nous permettre probablement d'accélérer la migration des cellules épithéliales. Alors, je vais conclure. Tout d'abord, donc on a vu qu'on pouvait faire un système hybride qui marchait très bien, in vitro ou in vivo, qui va réduire la croissance des fibroblastes, qui va prévenir les emphysèmes, qui va également être nanostructuré en surface avec du collagène, de l'alginate, et qui va permettre une croissance des cellules épithéliales. On n'a probablement pas terminé. On a également possibilité, par contre, avec les films multicouches. On sait que c'est un système qui permet également d'être fonctionnalisé par des agents antibactériens. La trachée, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est dans un milieu un environnement très infectieux. Il y a beaucoup de bactéries qui passent dans la trachée. Et donc, ça complique également la tâche. Donc, on sait que si nécessaire, on est capable d'aller mettre un agent antimicrobien au moment de la construction des films multicouches. C'est des choses qu'on sait très bien faire. Et puis également, toute la stratégie implant titane hybride poreux avec polymère, c'est intéressant pour d'autres problèmes cliniques, notamment des problèmes orthopédiques. Alors ça, c'est la partie vraiment laboratoire fondamentale. En parallèle, il y a eu le premier larynx artificiel. Donc là, je vous ai parlé de la trachée. Par contre, le larynx, il est plus complexe encore parce que c'est plus mécanique. Il va falloir restaurer les 3 fonctions qui sont la déglutition, la respiration et la phonation. Et pour ça, le larynx, on sait que c'est une valve. Donc, il y a eu la société Protype avec nous à développer un système de valve sur la partie en titane poreux. Donc ici, vous avez une bague en titane poreux. On peut mettre une trachée artificielle derrière. Et on peut mettre également un tube de silicone dans la trachée si nécessaire. Et surtout, ce qui est important, c'est que ici, le larynx, en fait, c'est la petite valve que vous voyez ici. Elle va permettre de fermer la trachée quand on va manger notamment et de s'ouvrir au moment de la respiration. Donc, il y a eu une valve qui a été fabriquée. J'ai des exemples ici si vous voulez voir par après. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça a été implanté chez l'homme. Donc, les phases cliniques ont débuté en 2013. Et vous voyez ici la prothèse avec les muscles autour, qui est donc intégrée chez le patient. Et ici, vous allez voir un petit film. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'abord, on va aller poser la prothèse de la trachée,
la prothèse en titane poreux. On va la poser chez le patient. On va laisser coloniser tout doucement, quelques semaines, la trachée. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser la deuxième partie qui est cette valve. Donc, une fois que la trachée a été colonisée, on peut mettre la valve dessus et on peut rendre le système fonctionnel. Donc, le temps que la trachée soit colonisée, etc., le patient respire plutôt par une trachéotomie. Mais l'idée, c'est après, on met la valve et on ferme la trachéotomie. Donc, vous allez voir un petit film ici. Donc là, la trachée a été posée, le chirurgien nettoie un petit peu la trachée, on voit les billes de titane qui sont colonisées, et dessus, là, il est venu clipper en fait la valve. Et là, c'est le patient qui, tout seul, quand il respire, il active lui-même la valve. Donc c'est mécanique, c'est les flux d'air qui vont activer la valve, et c'est un système donc, qui marche pour que le patient puisse respirer. Ce qui est assez étonnant également, c'est que les patients arrivent à retrouver une partie de leur voix, beaucoup mieux qu'avec une trachéotomie, et arrivent à respirer, et arrivent également à manger. Donc, il y a eu 7 patients qui ont été implantés jusqu'à maintenant, et qui ont montré des résultats très intéressants. Donc, la partie trachée qui a été implantée pour l'instant n'est pas fonctionnalisée. C'est encore des choses qui sont en cours de démarche, notamment pour les phases de réglementation. Mais en tout cas, sur les premiers implants qui ont été réalisés, on a vu qu'il y avait une colonisation de la trachée. Il y a encore des problèmes parce que chez certains patients, cette colonisation n'est pas assez bonne. Mais par contre, vous voyez que l'implant ici est fonctionnel et les patients ont pu rester plusieurs semaines avec cet implant. Donc les phases cliniques imposées, par contre, que ces tests soient faits uniquement sur des périodes de 8 mois. Donc on a un recul sur 8 mois puisque la démarche était, on implante le patient, mais au bout de 8 mois, on doit restaurer la trachéotomie puisque c'est un essai clinique. Donc ensuite, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a eu la première pause d'un larynx artificiel qui était faite à Haute-Pierre, à l'hôpital ici, qui avait absolument aucun précédent dans le monde qui existait. Donc c'était vraiment un travail collaboratif entre la société Protype et le laboratoire. Donc tout ça, bien sûr, également a donné lieu à d'autres projets. Il y a un projet qui découle un petit peu de ça, qui est beaucoup plus fondamental, enfin appliqué fondamental, je dirais. Et l'idée, c'est le projet Imogel, qui est également avec la société Protype. Alors là, c'est on a comme modèle la prothèse en titane poreux, mais cette fois-ci, c'est d'aller également réguler l'inflammation liée à la prothèse et d'aller faire un système un petit peu de médecine personnalisée. Donc la médecine personnalisée, ici, c'est le patient qui va recevoir sa prothèse. Donc ça peut être la prothèse en titane poreux, mais ça peut être un autre type de prothèse. On sait qu'il y a environ 5 à 10% des patients qui vont avoir des problèmes. Et on sait que c'est souvent des problèmes inflammatoires, des inflammations aiguës, notamment liées au titane et aux infections. Donc l'idée, c'est le patient qui va être implanté. Avant d'être implanté, on fait un prélèvement de sang, on isole les monocytes et on a un système qui est en cours de développement par des partenaires du projet européen, donc, qui va être un système de test de ces cellules vis-à-vis du titane. Et c'est notamment pour voir quelle va être sa réaction inflammatoire, comment ces cellules vont réagir au titane. Et en fonction de ça, on va pouvoir designer finalement un cocktail d'agents anti-inflammatoires, de cytokines, qui vont être vraiment personnalisés, c'est-à-dire c'est le cocktail qui va le mieux aux patients considérés. Et ce cocktail de molécules anti-inflammatoires va être mis en surface de la prothèse de titane à travers soit des multicouches, soit des hydrogels. Et l'idée, c'est que le patient, finalement, ait une prothèse vraiment personnalisée qui évite les problèmes inflammatoires. Donc, bien sûr, il y a des patients qui n'auront aucun problème dans ces tests. Dans les tests in vitro, on verra qu'il n'y a aucun problème. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas fonctionnaliser la prothèse. L'idée, c'est de la fonctionnaliser s'il y a un besoin. C'est vraiment suivant le besoin du patient. Donc, c'est très futuriste parce que c'est vraiment quelque chose on vient tester le patient avant même de l'implanter. Et c'est des choses très futuristes. Donc ça. Et dans le cas où vous devez installer des agents, justement, pour le cas de la prothèse, c'est des agents qui doivent être renouvelés dans la durée de vie? Non. Alors là, on est vraiment sur les phénomènes précoces, c'est-à-dire quand vous implantez un biomatériau, généralement, on a une phase
critique qui est de quelques heures à quelques jours, mais on sait que si cette phase de 48 heures de cicatrisation s'est bien passée, il n'y a plus de problème. Enfin, plus les problèmes aigus des fameux 10% là, qui posent problème. Donc c'est vraiment pour aider à la cicatrisation également. J'ai parlé de l'inflammation, mais ça va un petit peu de pair avec la cicatrisation. C'est pour booster la cicatrisation de ces implants. Et l'idée, c'est vraiment la prothèse en titane, c'est le chirurgien qui la sort de son emballage stérile et qui vient la tremper dans une solution, notamment un hydrogel qui a déjà tout le cocktail de molécules qu'il faut et qui va l'implanter tout de suite chez le patient. Voilà. Donc tout ce que je vous ai présenté, bien sûr, ça fait intervenir beaucoup de monde. Christian Debris, qui est chirurgien, qui a vraiment beaucoup travaillé là-dessus. Engin Vrana, qui est de Protype. Et puis toutes les autres personnes également, des doctorants, des ingénieurs. Et puis tous les sponsors également qui ont beaucoup travaillé, beaucoup financé les projets. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. À quel moment et par quel moyen vous assurez la stérilité du dispositif? Alors généralement c'est juste avant l'implantation, on réalise la stérilisation. Alors pour les films fonctionnalisés, on sait qu'on ne va pas pouvoir faire toutes les stérilisations, il y a des rayons gamma qui peuvent endommager des structures. Dans ce cas-là, on sait, c'est pour ça que je vous ai dit, ça peut être également le chirurgien qui fait juste un geste médical, enfin un geste préopératoire, et en salle blanche, en salle chirurgicale, il va pouvoir ouvrir des solutions qui sont stériles, dans lesquelles il va tremper la prothèse et il va fonctionnaliser lui-même la prothèse. Ça, c'est vraiment, je dirais, le concept le plus facile. Si on fait, par exemple, on met des facteurs de croissance bien avant, il faut qu'ils restent, donc il faut les stériliser, il faut qu'ils restent actifs, il faut qu'on puisse stocker les prothèses fonctionnalisées, donc ça, ça devient assez compliqué. Justement, vous dites que vous stérilisez un petit peu la prothèse, et qu'en plus de ça, vous rajoutez un cocktail de cytokine, du moins c'est du problème. Si maintenant on imagine par exemple qu'il y a une infection bactérienne ou virale qui s'implante au niveau de cette prothèse, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour s'assurer aussi que le système immunitaire puisse progresser dans cette prothèse ou pas? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais le risque c'est que si on limite l'inflammation, on favorise les infections peut-être, on puisse diminuer le système immunitaire. Donc en fait, si on regarde le profil immunitaire, en tout cas lié à l'implantation, ce qu'on a, c'est qu'on a les monocytes du patient qui vont aller vers une voie qu'on appelle la voie M1 ou la voie M2. La voie M1, ça va être justement une phase qui va aider qui va être plutôt pro-inflammatoire, qui va aider à lutter contre les bactéries. Et cette voie M1, on ne va pas essayer dans les premières heures de l'arrêter. On va au contraire la maintenir. Il ne faut pas qu'elle soit excessive et il ne faut pas qu'elle se prolonge dans le temps. Il ne faut pas qu'il y ait une inflammation trop importante sur des temps très longs. Par contre, ce qu'on va développer, c'est la voie M2 qui, elle, est sur des temps longs, qui est plutôt recherchée. C'est une voie de cicatrisation, de régénération tissulaire. Donc je dirais, l'idée, c'est de ne pas limiter trop l'inflammation au départ. Il faut qu'il y ait une petite inflammation, il ne faut pas complètement la bloquer. Et ensuite, par contre, il faut commencer à la diminuer et laisser place à la cicatrisation. Donc il faut jouer sur les deux. On a vu que si on balançait fortement un anti-inflammatoire, ce n'était pas la solution non plus, parce qu'on avait justement des bactéries qui arrivaient et qui n'étaient pas naturellement bloquées. Entre la création d'entreprise et les premiers résultats qui sont quasiment longtemps, est-ce que c'était quelque chose de considéré comme long et est-ce que ça posait des problèmes? C'était quand même une grosse. Ouais. Alors, la création d'entreprise, elle date de 2003, donc c'est quand même pas 20 ans. C'est quand même très, très, très long. Et là, actuellement, ils sont 10 personnes, ils ont déjà un premier produit sur le marché et l'idée, c'est d'avoir leur produit phare d'ici un an, à peu près. Donc, ça veut dire qu'en effet, il y a quand même une durée de vie de 14 ans qu'il faut assurer. Et il faut surtout trouver le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, il faut surtout trouver les fonds pour faire tout ça. Les tests cliniques coûtent très cher en réglementation, etc. Et du coup, c'est toujours
le deal, c'est qu'il faut à peu près tous les 2 ans trouver des financeurs. Donc je dirais qu'au départ, il y a souvent des aides publiques pour démarrer, mais à un moment donné, ça ne suffit pas. Et à un moment donné, il faut trouver des investisseurs extérieurs, qui sont des privés, hein, qui vont mettre de l'argent. Et quand on arrive à avoir quelques gros investisseurs, généralement, ils ne lâchent pas tout de suite. Par contre, on est à la merci d'un arrêt complet du jour au lendemain. C'est-à-dire tous les 2 ans à peu près, je dirais, il y a une levée de fonds, et si elle n'a pas lieu, tout s'arrête. Donc c'est assez, je dirais que ça génère forcément du stress parce que tous les 2 ans, les employés de la société ne savent pas si ils vont pouvoir continuer ou pas. Mais généralement, c'est en fonction des résultats, forcément. Et par exemple, à la fin de la phase 2, ça n'a pas posé de problème ou c'était quand même assez encourageant? Je dirais que l'avantage, c'est qu'ils sont sur un marché où il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Donc, après, ils vont pas. C'est pas un marché phénoménal. Hein, vous avez vu, c'est 2000 implants par an en France. Il y a quelque chose qui les a. Enfin, je dirais, hélas, qui les a sauvés, mais c'est les malades d'Alzheimer. Les malades d'Alzheimer, en fait, à un stade de leur maladie, ils vont avoir des problèmes de déglutition. Et du coup, avoir un larynx artificiel, ça peut vraiment les aider. Et ils ont trouvé cette niche supplémentaire dans leur marché qui a permis également de viser un second marché qui là est beaucoup plus conséquent. Et donc là, ils mettent que le larynx, ils n'ont pas besoin de la trachée. La trachée, ils la maintiennent parce que les tissus sont bons, par contre, ils sont plus fonctionnels. Le larynx, au niveau nerveux, ne fonctionne plus. Et donc l'idée, c'est d'aller utiliser la partie clapée et la mettre chez un malade d'Alzheimer. Donc elle est juste posée, elle n'est même pas scellée, rien du tout. Elle tient naturellement. Et là, ça leur permet d'accéder à un marché qui est quand même prometteur. Je pense que c'est leur cœur de... Je dirais que ça va être probablement leur plus gros marché, même si à la base, ce n'était pas celui-là. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est les enjeux... les financiers, à la sortie, ils ne veulent pas forcément guérir les gens, ils veulent de l'argent. Donc, c'est cruel, mais c'est un petit peu la tendance. En fait, ma question rejoint un peu celle d'Arthur. C'est sur combien de temps ça s'est étalé, toutes les recherches que vous avez présentées? Donc là, ouais, je dirais que maintenant, c'est pratiquement une quinzaine d'années, facilement. Après, il y a eu des phases un peu plus... Il y avait moins de financement, il y avait moins de monde, etc. Donc c'est un peu plus creux. Puis c'est vraiment... il y a eu des années... En ce moment, par exemple, dans le laboratoire, il doit y avoir 5 personnes sur ces projets. Donc, 5 personnes recrutées spécifiquement sur ce projet. Donc c'est assez important. Et vous ne travaillez pas exclusivement sur ce projet, c'est ça? Pardon? Vous travaillez exclusivement sur ce projet? Non. Justement, comme il y a 5 personnes, ça permet de faire d'autres choses en parallèle. Moi, je voulais savoir, toutes les avancées que vous faites au fur et à mesure, comment vous conciliez le fait que vous pouvez publier des résultats, je suppose, et le secret industriel qui doit être respecté? Ouais. Alors ça, c'est toujours quelque chose à prendre en compte, mais ça se gère très bien, parce que maintenant, on sait qu'avant de publier, on réfléchit un peu s'il y a de l'invention, s'il y a de l'invention. On essaie de faire en sorte de déposer un brevet juste avant d'envoyer la publication. Alors je dis ça se gère très bien parce que c'est vrai, c'est faux. Autant dans le privé, ils veulent mettre un brevet, ils payent et puis ils font le dépôt de brevet avec un cabinet. On en a fait. Le problème c'est que le brevet, faire une demande de dépôt, ça coûte pas trop cher, mais après, entretenir le brevet, tous les ans vous devez payer entre 40 et 60 000 euros, je crois, à peu près, pour le maintenir en vie, entre guillemets. Donc ça revient cher, donc il faut réfléchir à ce qu'il y a une portée derrière. Donc il y a pas mal de brevets qui ont été arrêtés au bout de 3-4 ans, parce que finalement on se disait que personne n'allait le copier, on était vraiment dans notre segment. Et l'autre chose, c'est que quand on est dans le public, dans un laboratoire public, il y a des structures qui nous aident à déposer des brevets, parfois qui nous aident moins. Et là, ça nous est arrivé tout récemment, on a fait une publication. Sur celle d'avant, ils n'ont pas voulu breveter, donc la suivante,
On l'a envoyé comme ça, sans les consulter. Puis ils sont venus nous voir, ils nous ont dit ah non, ça il fallait breveter. Et on leur a dit bah, trop tard. Alors on peut jouer sur le fait que si on a publié, on a 1 an encore pour déposer aux États-Unis ou au Japon notamment, même si c'est divulgué. Donc après il faut rattraper le coup, c'est assez compliqué. Mais je dirais que c'est voilà, c'est au cas par cas. Et par contre on sait gérer le problème. Je dirais que si on voit vraiment que c'est innovant, on retient la publication et en quelques semaines on peut faire un brevet. Parce que du coup en Europe, si à partir du moment où c'est publié, si c'est pas breveté, c'est Ouais. pas un domaine public. Est-ce que vous avez utilisé tant de modèles animaux différents pour... Ouais, ça c'est une bonne question. On se le demande des fois. En fait, on n'a jamais eu le modèle idéal. Le problème, c'est que la trachée chez l'homme, elle est vraiment particulière. Donc les rats, c'est très résistant. Donc on sait déjà que si ça ne marche pas chez le rat, c'est pas la peine de continuer. Parce que le rat, il résiste très bien. Donc s'il y a des problèmes infectieux, par exemple, chez le rat, c'est qu'il y a vraiment un gros souci. D'ailleurs, les fibroblastes chez le rat, ils poussent tellement vite que voilà, on avait des problèmes. Le lapin, comme je vous l'ai dit, il est fragile, c'est un bon modèle. Ça se rapproche un petit peu au niveau anatomique de la trachée de l'homme, mais il est très fragile, on ne peut pas trop par exemple, on a du mal à lui injecter des antibiotiques régulièrement après le traitement. Donc, c'est des animaux qui ont très peu d'antibiotiques, par contre, qui sont quand même fragiles. Et le troisième modèle, c'est le mouton, enfin la brebis. Alors la brebis, au début, c'était un modèle intéressant. La seule chose, c'est quand ils leur ont mis une prothèse de trachée de 10 cm, les chirurgiens n'avaient pas pensé, enfin personne n'avait pensé que ces animaux finalement avaient une trachée rigide et allaient taper sur leur mangeoire. Donc il y a trois trachées qui ont explosé. Et là, c'était pas prévisible. Donc après, du coup, ils mettaient plus le mangeoire. Bon, donc, et surtout les brebis, ça revient très cher en expérimentation. C'est plusieurs milliers d'euros. C'est 3 à 5 000 euros une brebis. Donc on va en faire 10, ça fait tout de suite des budgets énormes. Donc chaque modèle a son avantage et ses inconvénients. Mais le larynx, par exemple, le larynx n'a pas été testé chez l'animal. Ils sont allés directement chez l'homme. Donc le clapet, parce que finalement il n'y avait aucun modèle animal qui avait le larynx comparable, donc il n'y avait aucun intérêt à aller chez l'animal. Et de toute façon chez l'homme, il y avait toujours la trachéotomie qui était là au cas où. Donc il n'y avait pas de pronostic vital en jeu, donc c'est passé au niveau réglementaire. De toute façon il n'y avait pas d'autre choix. Donc, voilà. Pourquoi vous avez choisi ce facteur de croissance comme critère d'efficacité? Le VEGF. Alors, c'était à un moment donné où les chirurgiens nous ont dit c'est pas assez vascularisé, donc il faut mettre du VEGF. Donc, c'était un peu. On les a un peu suivis aveuglément. Et l'idée, c'était vasculariser vraiment la prothèse et booster la vascularisation et la croissance de l'épithélium pour aller sur une régénération beaucoup plus rapide de l'épithélium. Mais ça ne s'est pas avéré finalement être la bonne solution. D'autant plus que, comme je vous ai dit, c'est des patients qui sont souvent qui ont eu un cancer. Et chez les patients qui ont eu un cancer, c'est pratiquement impossible d'aller mettre un traitement avec un facteur de croissance. Parce que le facteur de croissance, ça a boosté souvent les cellules cancéreuses, hélas, préférentiellement aux cellules saines, et il y a un risque de récidive avec ce genre de matériaux. Donc je dirais que c'était fondamentalement intéressant pour la compréhension des phénomènes, mais après en appliquer, c'était irréaliste d'aller là-dessus. On s'en est rendu compte quelques années après, hélas, mais finalement c'était un système qui est intéressant pour d'autres applications, mais pas pour celle-là. Plus de questions? Ok, merci. Donc j'ai des échantillons si vous voulez regarder. Ici vous avez juste la valve avec 2 modèles, enfin un plus ancien et puis le dernier modèle. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'intéressant également, c'est qu'ils ont encore des problèmes notamment d'adhésion des aliments. Ils passent sur la valve et le but c'est qu'ils ne restent pas dessus. Et s'ils restent dessus, ça peut être problématique. Ça, c'est encore un problème à régler. Donc, ils font des tests sur des bancs avec du miel, avec du yaourt, tout ce qu'il faut. Et souvent, ils ont quand même encore des soucis.
Donc il y a des traitements de surface qui sont faits pour que les aliments glissent, et notamment avec la structure qui est à côté, IREPA laser, qui a fait des microstructurations dessus, pour avoir des surfaces hyper hydrophobes, faire glisser les aliments. Donc ça c'est en cours. C'est des améliorations qui sont en cours. Et vous avez ici des implants de trachée de lapin et de rein, si vous voulez regarder à quoi ça ressemble. Voilà. Merci. Ah oui, ah oui. Du coup, comment tu veux les cartes?